Le 5 février 2019, autour de 8h30 du matin, un groupe d'ouvriers découvre dans une zone boisée à Greenwich une valise abandonnée. Cette valise dégage une odeur nauséabonde et personne n'ose l'ouvrir. Que contient-elle? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans l'histoire du jour. Coucou bestie, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais derrière moi ça a un peu changé. Je viens de déménager et du coup le décor est temporaire. J'ai mis un meuble, j'appelle ça un décor, mais j'ai juste mis un meuble avec 3 babioles dessus. D'ailleurs, je serais ravie d'avoir vos avis si vous avez des idées de décoration pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shaima et ce que je fais relativement régulièrement, c'est que je m'installe ici et je te raconte des histoires de faits divers en me préparant. Si l'idée te plaît, je t'invite à t'abonner et trêve de blabla, on rentre tout de suite dans l'histoire du jour. Je risque de rester dans cet appartement un moment, donc ce qui est derrière moi, je pense que ça va pas changer. J'ai une niche derrière, j'espérais pouvoir m'en servir de bibliothèque, mais je me rends compte que quand je me mets là, on la voit pas. Bon, après, le meuble, faudrait peut-être que je le centre un peu plus. Et il y a moyen de mettre un truc sympa, genre avec des bougies et tout. Enfin, je sais pas. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos idées. Je suis réceptive, je suis ouverte à toutes vos propositions. Le 5 février 2019, un groupe d'ouvriers de la ville de Greenwich, dans le Connecticut, voit au loin une valise rouge qui semble être abandonnée. La valise se trouve être dans une zone boisée, à environ 5 mètres de la route où travaillent les ouvriers. Et lorsqu'ils découvrent ça, un des ouvriers décide d'aller vers la valise pour l'ouvrir. Mais au moment où il s'est approché d'elle, il a été repoussé par l'odeur nauséabonde qu'il se dégageait. Surpris par cette odeur, le groupe d'ouvriers décide de ne pas en faire plus et appelle la police qui découvrira à l'intérieur de la valise le corps inanimé d'une femme. La victime est assez jeune, elle est vêtue d'une chemise qui est déboutonnée, d'un jean et elle est pieds nus. Ses genoux et ses chevilles sont liés avec de la ficelle et du ruban adhésif. Ses poignets le sont également, ils sont attachés dans son dos et sur sa bouche, la police retrouve plusieurs couches de ruban adhésif allant de sa bouche justement jusqu'à son menton. Au vu de l'état de décomposition du corps, la police estime que la victime est dans la valise depuis environ 2 semaines. Pour vous décrire un peu plus précisément l'état dans lequel le corps de la jeune fille a été retrouvé, ses mains et ses pieds présentent de nombreuses marbrures. Elle présente une multitude de fractures autour du visage et du cou. Elle a notamment le crâne fêlé, le nez cassé, les pommettes fracturées et plusieurs gros hématomes partout sur son corps. Tout ça, ça montre que la victime a été violemment battue par son agresseur et le médecin légiste qui l'examine détermine qu'elle est décédée des suites d'une asphyxie. Ça peut être expliqué soit par le ruban adhésif qu'elle a autour de la bouche, soit parce qu'elle a été enfermée dans une valise pendant trop longtemps. La zone où la valise a été découverte, c'est une zone qui n'est pas hyper isolée, donc la police pense que le coupable a battu la jeune fille avant de la mettre dans la valise, mais bien avant de venir la déposer dans l'endroit où elle a été retrouvée. En gros, il pense qu'elle a été déposée là la veille au soir ou le matin même. Des investigations démarrent immédiatement et 2 jours après, on a le nom de la victime. Elle s'appelle Valérie Reyes et elle a 24 ans. La question maintenant est de savoir qui est Valérie Reyes et si le corps a été déplacé à l'endroit où il a été retrouvé, d'où venait-il? Valérie Reyes, je vous l'ai dit, elle a 24 ans en 2019. Elle habite à Nouvelle-Rochelle, dans l'état de New York. Pour vous décrire un peu la ville de Nouvelle-Rochelle, c'est une ville qui se trouve à 25 km au nord de Manhattan, donc c'est assez proche de la grande ville, mais c'est une ville qui se veut pavillonnaire. C'est une ville de banlieue où il y a environ 78 000 habitants au moment des faits. C'est une ville où il fait bon vivre. Pour faire assez rapide, c'est la ville type des États-Unis, vous savez, la ville pavillonnaire où on a envie d'habiter, qui fait un peu le mix parfait entre la grande ville avec Manhattan juste à côté et les grands espaces, les restaurants, les pavillons qu'on peut retrouver à Nouvelle-Rochelle. Valérie, c'est la fille de Sal Reyes et Norma Sanchez. C'est la 2e enfant d'une fratrie de 4. Elle a un grand frère au-dessus d'elle et 2 petits frères en dessous. C'est la seule fille de sa famille. Et lorsqu'on demande une description à sa famille, ils nous disent que Valérie, c'est une fille qui est altruiste, pleine d'empathie, qui adore la vie et qui surtout travaille très dur au quotidien pour pouvoir se permettre de s'offrir tout ce qu'elle veut. Ses proches n'ont que des éloges à faire sur elle. C'est une fille qui est sympathique, qui est charmante, qui est aimante, bref, tout le monde l'adore.
Elle travaillait dans une librairie à Eastchester. La librairie s'appelle Barnes and Noble, je sais pas comment on dit, bon, dites-le comme vous voulez. Elle était assez proche de sa famille, elle passait beaucoup de temps avec eux, elle appelait assez régulièrement ses parents. Tous les dimanches, ils se retrouvaient pour manger ensemble. Enfin, elle avait une relation assez aimante. Toute la famille Reyes, c'est une famille qui est assez proche, sans problème et très aimante. Malgré ça, Valérie a ses propres démons et est rongée par une maladie que malheureusement beaucoup d'entre nous connaissent, qui n'est nulle autre que la dépression. Elle avait pas mal d'anxiété, mais en dehors de ces phases où elle était au plus bas, elle essayait de rester optimiste avec le soutien de sa famille. C'est dans ce contexte que le 28 janvier 2019, Valérie se confie à sa maman, Norma, en lui expliquant les crises d'anxiété qui lui bouffent la vie. Elle a même des phases de paranoïa, si je puis dire, et elle lui explique qu'elle a l'impression d'être suivie en ce moment et que quelqu'un voulait la tuer. Sa maman l'écoute, elle la soutient, et pendant la discussion qu'elles ont, elle lui demande si tout ce qu'elle est en train de vivre en ce moment n'a pas un rapport avec la rupture qu'elle a vécue 4 jours auparavant, donc le 24 janvier, chose à laquelle Valérie lui répond que non. En entendant la réponse de sa fille, Norma n'insiste pas beaucoup plus, elle ne pousse pas sa fille dans ses retranchements, elle accepte la conversation telle qu'elle et elle laisse repartir sa fille sans savoir que c'est la toute dernière fois qu'elle va lui parler de sa vie. Le reste de sa soirée, Valérie le passe au téléphone avec son meilleur ami Geoffrey, avec qui elle raccroche autour de 23h30. Et le lendemain matin, Valérie avait rendez-vous avec sa maman à Home Depot. Et Home Depot, c'est un endroit en fait qui ressemble un peu à Leroy Merlin, Castorama. C'est une chaîne où on peut acheter de quoi faire les travaux dans sa maison. Ce jour-là, Valérie et Norma ont rendez-vous au magasin pour faire des achats ensemble. Norma va appeler sa fille à plusieurs reprises qui ne va pas lui répondre. Et en fait, à ce moment-là, elle insiste pas beaucoup plus que ça parce qu'elle sait dans quel état émotionnel est sa fille. Donc elle veut pas l'accabler et elle se dit que peut-être que la veille, elle s'était couchée tard et qu'elle était fatiguée, bref, qu'elle s'était pas levée. Donc elle passe un peu l'éponge sur ça et va faire ses courses toute seule. Toute la journée, personne n'a de nouvelles de Valérie. Mais bon, c'est une grande fille, elle a le droit de faire sa vie, elle a le droit d'être dans une phase un peu difficile. Personne n'insiste, même si ça ne lui ressemble pas vraiment d'ignorer les appels de sa famille. Mais le truc qui va réellement les inquiéter, c'est quand le surlendemain, par rapport à la discussion, Valérie ne se présente pas au travail. Ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui pousse la famille à prévenir la police, parce que Valérie ne s'est jamais absentée volontairement de son travail. Elle adorait y aller. Je vous l'ai dit, elle a besoin d'argent pour ses loisirs. Elle se serait jamais permise de s'absenter. Ça, plus le discours où elle explique qu'elle a l'impression que quelqu'un la suit, il y a de quoi s'inquiéter. Je me pose la question, mais est-ce que vous auriez prévenu la police avant ? Parce que ok, elle s'est pas présentée à un rendez-vous qu'elle avait avec sa maman pour aller faire les boutiques, mais est-ce que pour autant j'aurais prévenu la police voyant qu'elle vient pas ? J'aurais peut-être essayé d'aller chez elle, si c'était ma fille, j'aurais peut-être pas prévenu la police. Je me serais inquiétée certes si personne n'avait de nouvelles d'elle, etc. Mais est-ce que j'aurais prévenu la police instantanément ? Je sais pas, vous auriez fait quoi vous ? Bref, tout ça pour dire que le 30 janvier, la police de la Nouvelle-Rochelle est prévenue et bizarrement, ils prennent au sérieux la disparition de la jeune fille. On leur dit pas qu'elle a fugué ou qu'elle est adulte et qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Si bien que des recherches démarrent immédiatement. Vraiment choqué de la police pour une fois. L'appartement de Valérie Reyes est fouillé par des enquêteurs. À l'intérieur, ils retrouvent des petites taches de sang un peu partout dans l'appartement. Il y en a un sur l'oreiller, une tache sur l'oreiller, 2 petites taches dans la salle de bain, une petite tache dans les toilettes. Mais c'est des taches qui sont vraiment microscopiques, enfin pas de quoi inquiéter la police. Les policiers qui interviennent font le tour, ils remarquent qu'il y a plusieurs objets qui manquent à l'intérieur de la maison. Il manque les clés de la voiture, le portefeuille de Valérie, son iPad. Et ça leur fait dire qu'elle est très certainement partie d'elle-même faire un tour, enfin elle a pris du temps pour elle. Pour eux, en fait, à ce moment-là, ils considèrent que la disparition, elle est volontaire. Mais la conclusion de la police ne convainc pas la famille de la jeune fille. Pour eux, c'est impossible qu'elle soit partie sans prévenir personne, en laissant tout derrière elle, en ne prévenant même pas son travail. C'est impensable en voyant le discours qu'elle avait tenu à sa maman le dimanche soir, disant que quelqu'un essayait de la tuer, que quelqu'un la suivait. Vous savez, le fait que quelqu'un veut la tuer, que quelqu'un la suive, etc., ça me fait penser à une histoire qui est irrésolue. Vous savez, c'est l'histoire de Marilyn Bergeron, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui avait un peu ce discours-là à sa famille avant de disparaître. Bon, là, il y a une fin dans l'histoire,
mais ça ressemble. À force d'insister, la police est OK pour rechercher un peu plus Valérie. Ils interrogent le petit ami de celle-ci, qui est le principal suspect, vu qu'ils sont séparés il n'y a pas très longtemps, mais il est très rapidement mis hors de cause. Après de nombreuses recherches sans succès à La Rochelle et à New York, la police finit par passer un appel à témoins qui décrit la jeune Valérie Reyes. La toute dernière fois où elle a été aperçue, elle portait un manteau vert, un jean noir et des chaussures noires. Malgré tous les efforts investis par la police, les recherches ne donnent rien jusqu'au 5 février 2019 quand le groupe d'ouvriers retrouve la fameuse valise. De nouveau, de nombreuses questions se posent et la plus grosse d'entre elles, c'est si Valérie habitait à la Nouvelle-Rochelle et qu'elle a été vue la toute dernière fois là-bas, pourquoi elle a été découverte dans une valise dans le Connecticut. Pendant l'enquête, je vous l'ai dit, le petit ami de Valérie a été soupçonné, mais il a été écarté de la liste des suspects assez rapidement. Il y a un deuxième homme qui a été soupçonné, un des ouvriers qui a découvert la valise, qui s'appelle James Clifford. Et celui-ci, il est soupçonné tout simplement parce qu'au moment où la police est arrivée pour ouvrir la valise, il a sorti son téléphone puis a pris en photo le corps de Valérie Reyes, qui était toujours ligoté avec une énorme entaille sur la tête. Après ça, James a contacté un média pour leur vendre la photo. Et cet acte-là, bon, il n'a fait que ça, entre guillemets. Cet acte-là est considéré comme une violation de la vie privée. Vous doutez bien que la famille de Valérie Reyes n'a aucune envie de voir sa fille dans cet état-là, enfin leurs proches dans cet état-là, dans un journal aux yeux de tout le monde. C'est inhumain. Suite à ça, James Clifford n'a pas été condamné, il a juste reçu une espèce de blâme. Il a été suspendu de son travail, il a eu une formation de sensibilisation et puis c'est tout. Le FBI prend la tête de cette affaire puisque l'histoire s'est passée sur 2 états différents, donc ça revient au FBI de faire l'enquête. Et là, ça avance un peu plus. Par les enquêteurs, on apprend que le matin de sa disparition, donc le 29 janvier, la carte de crédit de Valérie Reyes a été utilisée dans un distributeur autour de 5 heures du matin, quelques heures après que Valérie ait été vue pour la toute dernière fois, et un retrait de $1000 a été fait avec sa carte. Les images de caméras de surveillance sont exploitées, et la police se rend compte que ce n'est pas Valérie qui retire cet argent-là, mais un homme qui portait un pull et un pantalon noir ainsi que des baskets Adidas à semelles blanches. Et au moment où il a retiré, il a caché son visage. Donc on ne sait pas qui c'est, on sait juste que c'est un homme. Sur les images de surveillance, on le voit garer sa voiture en face de la banque, une Honda noire. Il va retirer, il repart dans sa voiture et 1h30 après, il est de nouveau spoté sur d'autres images de caméras de surveillance et cette fois-ci, on arrive à relever sa plaque d'immatriculation. Grâce à ça, le propriétaire de la voiture est retrouvé et cette découverte-là s'avère être un peu frustrante puisque la voiture appartient à une société de location qui se trouve être dans un quartier qui s'appelle Flushing, dans l'arrondissement du Queens à New York. En interrogeant le système informatique de la société de location, on se rend compte que la Honda a été louée du 28 au 29 janvier, donc la période où Valérie a prétendument disparu. Et le titulaire de la location, finalement, on se rend compte que c'est pas lui qui a conduit la voiture parce qu'il y a un système où tu peux prêter ta voiture à d'autres personnes. Donc lui, il l'a juste loué et la police, en vérifiant ce qu'il a fait le soir du drame, se rend compte que c'est impossible que ce soit lui qui était au volant de cette voiture. À ce moment-là, on pense que c'est foutu, mais la chance leur sourit un peu puisqu'on ne peut pas prêter sa voiture à n'importe qui dans cette agence de location. En fait, il faut s'inscrire sur un espèce de site et renseigner toutes les coordonnées de la personne à qui on veut prêter sa voiture. Et une des personnes va attirer l'attention de la police. Il s'appelle Javier da Silva Rojas et il s'avère être un des ex de Valérie Reyes. Alors quand je dis un des ex, c'est pas l'ex avec qui elle a rompu juste avant, c'est un autre gars avec qui elle avait rompu 1 an avant son décès. Ils se sont séparés en 2018, mais elle le connaissait. Pour la petite histoire, Javier et Valérie se sont rencontrés sur un site de rencontre. Ils ont eu une histoire assez brève, elle a duré que 3 mois. Ils se sont séparés en avril 2018. Et vu que leur séparation remonte à plus d'1 an au moment des faits, la police le considère pas vraiment comme un suspect immédiatement. Finalement, ils se disent que c'est un peu bizarre que
l'une des dernières personnes qui a utilisé la carte bleue de Valérie soit quelqu'un qu'elle connaît, qu'il conduisait la voiture qui a été vue au moment où elle a prétendument disparu. Donc ils se concentrent un peu sur ce Javier. Ils analysent ses réseaux sociaux et découvrent que sa photo de profil sur un de ses réseaux est un des dessins qui a été retrouvé à l'intérieur du domicile de Valérie. Bizarre. Mais au-delà de ça, pourquoi Javier a retiré de l'argent avec la carte de Valérie à 5h du mat', pile poil au moment où elle a disparu? La police décide quand même d'étudier un peu plus ce monsieur. Ils étudient ses déplacements. Grâce aux caméras de surveillance qui sont placées juste devant chez lui, ils découvrent que le 28 janvier, autour de 22h50, Javier est sorti de chez lui et il portait exactement la même tenue que l'homme qui a été vu en train de retirer de l'argent avec la carte bleue de Valérie. Coïncidence? Je ne pense pas. Javier n'est rentré chez lui que le lendemain matin à 9h45 et il s'était changé. Cette fois-ci, il portait un long manteau beige et un sac de sport. Quelques minutes plus tard, il ressort de chez lui sans le sac de sport et tout ça pour dire qu'il n'était pas chez lui au moment où Valérie a disparu, ce qui fait de lui un suspect. Il y a un autre truc bizarre encore, enfin je vous laisse me dire ce que vous en pensez, c'est que le lendemain de la découverte du corps de Valérie, donc le 6 février, Javier est retourné à la société de location. Il a demandé à louer exactement la même voiture que celle qu'il avait louée, la Honda noire, et il l'a pris pour aller la nettoyer et la rendre au service de location. Qui loue une voiture juste pour la nettoyer? Genre, moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de relouer une voiture que j'avais déjà louée juste pour la nettoyer en sachant que je l'ai rendue et que j'ai récupéré mon chèque de caution. La réponse, elle est évidente pour tout le monde. En faisant ça, Javier voulait juste récupérer la voiture pour éliminer les dernières preuves qui auraient pu le relier directement à Valérie Reyes. À ce moment-là de l'histoire, la police a des suspicions, mais ils n'ont aucune preuve matérielle pour le relier directement à Valérie. Donc ce que je vous propose là, c'est qu'on fasse une petite pause dans cette histoire pour que je vous explique un peu qui est ce Javier et que vous puissiez un peu plus le connaître et connaître son passé avec Valérie. Au moment des faits, Javier da Silva Rojas a 24 ans, lui aussi, comme Valérie. On n'a pas beaucoup d'informations sur son passé, mais ce qu'on sait, c'est qu'il vient d'une banlieue assez aisée de Caracas, la capitale du Venezuela, et qu'il avait la double nationalité vénézuélienne et portugaise. Il a étudié le journalisme à l'Université catholique Santa Rosa avant de venir s'installer aux États-Unis en 2017. Pour se rendre aux États-Unis, il est venu sans visa, il est venu avec un programme qui fait que tu peux rester sur le territoire américain 90 jours puis repartir, un visa touristique tout simplement. Sauf qu'à la fin des 90 jours, il n'est pas rentré chez lui, ce qui veut dire qu'au moment des faits, c'était un résident illégal aux États-Unis. Enfin, c'était un clandestin, un immigré, je sais pas comment dire. Suite à ça, Javier s'est installé à New York, dans le quartier de Flushing, où il a travaillé tout d'abord dans une société de nettoyage, puis est devenu barista dans un café. Les passe-temps principaux de Javier, ce sont les voyages, la photographie, la nature et les réseaux sociaux, puisqu'il avait pas mal d'abonnés sur Instagram notamment. Et lorsqu'on demande leur avis aux gens qu'ils connaissent, ils décrivent tous Javier comme quelqu'un d'hyper gentil. Tout le monde parle de lui en bien, mais c'est hyper contraire avec le discours de la maman de Valérie qu'il connaissait un peu et qu'il décrit comme un homme manipulateur et dangereux. Selon elle, c'était un homme extrêmement contrôlant avec sa fille et il n'acceptait pas non comme réponse. Elle va citer un exemple notamment pour expliquer ce qu'elle ressent. Elle va dire au policier qu'au moment où sa fille et Javier sortaient ensemble, il aurait inventé que sa mère avait un cancer, ce qui a conduit Valérie à être très protectrice avec lui. Selon Norma, il a fait ça pour que sa copine se sente désolée pour lui, pour qu'elle passe plus de temps avec lui, mais surtout pour qu'il puisse avoir une emprise sur elle et qu'elle puisse pas le quitter. Au-delà de ça, Javier était bien plus investi que Valérie dans leur relation, ce qui a créé pas mal de tensions dans le couple. Et c'est ce qui a conduit à leur séparation 3 mois après le début de la relation. Au moment où Valérie annonce à Javier qu'elle veut se séparer, il ne reçoit pas la nouvelle de façon positive. Il lui explique que pour lui, c'est impensable qu'ils se séparent. Il est devenu agressif, il a commencé à harceler Valérie, si bien qu'elle l'a bloqué sur tous les réseaux. Et malgré ça, il arrivait quand même à reprendre contact avec elle régulièrement.
Une fois, il a prétexté avoir utilisé par erreur les codes des cartes, vous savez, des cartes bleues de Valérie. Enfin, il s'est acheté un truc avec son argent. Il a donc contacté pour lui dire qu'il allait la rembourser, mais elle ne voulait pas lui répondre. Donc, il a contacté des amis de Valérie pour pouvoir l'atteindre à elle. Il était littéralement obsédé avec elle. Alors certes, ce que je viens de vous expliquer, ça ne dit rien. Enfin, il y a rien de concret dans ce que je viens de raconter, mais ça vous laisse un peu voir l'ampleur de la relation qu'ils avaient et comment était le personnage de Javier. Quelques jours plus tard, soit le 11 février, la police arrête Javier pour vol, puisqu'on a réussi à prouver que c'est bien lui qui a utilisé sa carte bancaire. Et en fait, c'est le seul prétexte qu'ils avaient pour pouvoir l'arrêter. Ils n'ont pas de preuves formelles, donc ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils l'emmènent pour un interrogatoire et ils espèrent avoir des aveux. Cette arrestation, ça leur permet aussi d'avoir un mandat pour fouiller l'appartement de Javier, dans lequel des effets personnels appartenant à Valérie sont retrouvés, notamment son permis de conduire et tous ses documents bancaires. Lors de son premier interrogatoire, on sent que Javier n'a pas vraiment envie de coopérer avec la police. Il donne des explications plus douteuses les unes que les autres. Il explique qu'il a trouvé le portefeuille de Valérie par terre alors qu'il se baladait. En l'ouvrant, il a trouvé sa carte de crédit. À côté de la carte de crédit, il a trouvé un petit papier qui était plié avec le code PIN de la carte. Il l'a utilisé, mais il n'a rien à voir avec la disparition de celle-ci. Durant son interrogatoire, Javier a également déclaré que depuis qu'ils s'étaient séparés, Valérie et lui, il ne s'était pas rendu à La Rochelle, chose qui est complètement infirmée par les images de caméras de surveillance. Finalement, à force d'insistance, il finit par avouer qu'effectivement, il a conduit ce soir-là jusqu'à la Nouvelle-Rochelle, mais il explique aux enquêteurs qu'il était complètement ivre et qu'il ne se souvient absolument pas de ce qu'il a fait là-bas. Ok, c'est éventuellement possible. On lui montre alors les images du corps sans vie de Valérie, et là, il explose en sanglots et dit que tout ça n'était qu'un accident. Il avoue à demi-mot, il donne une autre version aux policiers, il explique que ce soir-là, il a conduit jusqu'à la Nouvelle-Rochelle pour se rendre chez son ex-petite amie. Et bien qu'ils n'étaient plus ensemble depuis plus de 9 mois, lorsqu'ils se sont vus, quand il s'est rendu chez elle, ils ont eu des rapports intimes pendant lesquels Valérie est tombée, s'est cogné la tête et est décédée. Vu qu'il était sur place, il s'est instantanément mis à paniquer. Il s'est dit que la police, s'il les appelait, allait forcément le tenir pour responsable. Il s'est donc dit que la bonne idée, ce serait de la rendre plus compacte, de l'emballer avec de la ficelle, de la mettre dans une valise et de se débarrasser de cette dite valise. Il dit ensuite aux enquêteurs qu'il a roulé pendant un certain temps jusqu'à un pont où il a jeté la valise. Il a également jeté depuis ce pont son téléphone et est retourné à son appartement, enfin l'appartement de Valérie, pour nettoyer les traces de sa présence, donc jeter les oreillers, jeter des éléments de literie. Mais on est d'accord tous ensemble pour dire que cette histoire ne tient pas du tout la route. Tout d'abord, s'il était arrivé à minuit chez son ex, est-ce qu'elle lui aurait ouvert? Ça fait plus de 9 mois qu'ils sont plus ensemble. Elle avait peur de lui. Est-ce qu'elle lui aurait ouvert? Et est-ce qu'ils auraient eu des rapports intimes ensemble? Enfin, moi, demain, mon ex vient sonner chez moi à minuit. Je peux vous dire que j'appelle la police. Enfin, je vais pas lui sauter dessus, mais ça va pas la tête. Deuxièmement, le scotch sur la bouche. Si elle est tombée, enfin, mettons que c'est un accident, elle est tombée sur la tête, elle est décédée sur le cou. Pourquoi couvrir sa bouche avec du scotch, si ce n'est pour l'empêcher de crier? Et enfin, l'état dans lequel a été retrouvée Valérie ne colle absolument pas avec un accident. Je vous le rappelle, elle a des fractures au niveau des pommettes, elle a des bleus sur tout le corps. On voit qu'elle a été passée à tabac. Donc pourquoi faire croire aux enquêteurs que c'est un accident, si ce n'est pour se disculper au maximum? Après les aveux de Javier, son téléphone est fouillé en profondeur, son ADN est relevé et ce qu'on va retrouver vient totalement contredire la version qu'il a donnée à la police. Sur son téléphone, la police retrouve un message qu'il a envoyé à une fille qu'il fréquentait à l'époque où il a dit clairement « Je viens de trouver mon ex en train de baiser avec un gars dans mon lit ». Tout ça en sachant qu'ils étaient séparés depuis un moment. C'est bizarre. Est-ce qu'il l'a stalké et qu'il l'a vu avec son petit ami avant qu'ils se séparent? Vous savez, le garçon dont je vous ai parlé au début. Est-ce que le fait de voir Valérie, de voir qu'elle a reconstruit sa vie avec quelqu'un d'autre, ça l'a mis en colère?
Ensuite, grâce à son téléphone, on se rend compte que le soir du meurtre, Javier se trouvait à environ 60 mètres du domicile de Valérie. Et après ça, il a mis son téléphone en mode avion, comme pour dissimuler sa présence. La police pense que c'est au moment où il s'est mis en mode avion qu'il est allé chez Valérie. Il est rentré chez elle. On ne sait pas si elle l'a invité à rentrer ou s'il a forcé. Mais moi, je pense qu'il a forcé l'entrée. Ensuite, concernant l'ADN de Javier, on le retrouve à plusieurs endroits du corps de Valérie, sur sa poitrine, sur son visage, sur ses parties génitales. On sait qu'il y a eu un rapport intime entre les deux. À ce jour, on ne sait pas dire s'il était consentant ou pas. On retrouve également l'ADN de Javier sous les ongles de Valérie, ce qui montre qu'il y a eu une lutte entre les deux. Le scénario qui se dessine, c'est qu'au moment où Javier est rentré dans l'appartement de Valérie, il l'a violentée et l'a ensuite attachée avec les ficelles et le ruban adhésif. Il lui a mis du ruban adhésif également sur la bouche pour l'empêcher de crier. Il aurait très certainement abusé d'elle après lui avoir fait ça. Et on sait également qu'il a pris le téléphone de Valérie, qu'il a parcouru tout son historique, il est allé sur ses notes, il est allé sur ses photos, il est allé sur ses messages pour regarder ce qui s'est passé. Et la police pense qu'à ce moment-là, Valérie était encore en vie. Il a placé ensuite le corps de Valérie dans la valise, puis a mis son téléphone en mode avion. Il a chargé la valise dans la voiture de location et a conduit pendant un moment. Au milieu de la nuit, il s'est connecté à l'application bancaire de la victime. Il a très certainement entrouvert la valise pour sortir sa main, parce qu'il y avait une empreinte digitale à mettre sur le téléphone de la jeune fille pour pouvoir valider l'accès à l'application. Il a consulté le solde, puis est allé retirer 1 000 $, et c'est les images de caméra de surveillance dont je vous ai parlé au début. Vers 6h30 du matin, le téléphone de Javier a recommencé à émettre. On voit qu'il conduit dans l'état du Connecticut de façon assez erratique. Il ne sait pas vraiment où il va. La police pense qu'à ce moment-là, il essayait de trouver l'endroit idéal pour pouvoir se débarrasser de la valise. Et il a finalement choisi Greenwich, là où il a abandonné la valise qui sera retrouvée après par les ouvriers. Ce n'est que quand il rentre dans le Queens que Javier réactive ses services de localisation. On peut le tracer beaucoup plus facilement après son retour à New York. Et dans les jours qui suivent la disparition de la jeune fille, il retire plus de 5 000 $ avec sa carte. Face à toutes les preuves qu'on lui met sous le nez, Javier finit par avouer qu'effectivement, c'est bien lui qui a tué Valérie. Ils ont eu une altercation tous les deux pendant laquelle ils se sont battus, enfin c'est plutôt Javier qui a battu Valérie, après laquelle il l'a attachée au moment où elle était un peu inconsciente au sol. Il l'a mis dans la valise et il dit au policier qu'effectivement au moment où il l'a mis dans la valise, il savait qu'elle était encore en vie, mais il a quand même fait le choix de l'enfermer là-dedans. Après ces aveux-là, Javier devient très émotif, on n'arrive plus trop à tirer quoi que ce soit de lui. Il fait que pleurer, il fait que sangloter, il ne fait que répéter qu'il est désolé, qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça, qu'il est une mauvaise personne, mais il donne pas plus d'explications que ça. Suite à ça, Javier est inculpé pour enlèvement ayant entraîné la mort, et s'il va au tribunal et qu'il plaide coupable, il peut être condamné à la peine de mort. Durant son procès, la défense essaye de se concentrer sur la personnalité positive de Javier, sur le fait que tout le monde le décrit comme étant un gentil garçon, un garçon attentionné, un garçon bienveillant. Ils insistent également sur le fait qu'il n'a pas de casier judiciaire et mettent en avant son passé triste, disant qu'il vient d'un pays où la pauvreté est reine et qu'il faisait tout pour s'en sortir aux États-Unis et qu'il n'avait jamais causé de tort à personne. En gros, ils essayent de dire que ce qui s'est passé avec Valérie, c'est une erreur de parcours. Ils n'essayent pas de faire excuser son crime, ils reconnaissent ce qu'il a fait, mais ce qu'ils essayent, c'est de le faire passer pour une bonne personne, une personne qui a eu un coup de sang en fait, qui s'est énervé et qui a commis un acte impulsif. Ils l'ont décrit comme un homme brisé, quelqu'un qui est sincèrement désolé pour ses actes et qui comprend la nature horrible de sa conduite. J'ai l'impression qu'il essaye de se repentir pendant ce procès pour éviter la peine capitale. Finalement, un accord de plaidoyer est conclu et le 5 février 2020, Javier da Silva Rojas plaide coupable et est condamné à 30 ans de réclusion avec 2 ans de probation à sa sortie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les États-Unis nous ont habitués à pire en termes de peine. Enfin, 30 ans, c'est quand même assez léger pour les États-Unis. En France, tu peux avoir perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans, il me semble. Aux États-Unis, tu peux être condamné à la peine capitale. Donc 30 ans, c'est assez faible pour les États-Unis, je trouve.
Vous devez vous en douter, mais cette peine-là n'a pas du tout calmé la famille de Valérie. Ils sont très énervés qu'il ait reçu si peu de temps en prison. Javier purge sa peine actuellement et au moment de sa sortie, il aura 55 ans, ce qui n'est pas super vieux. Il sera très certainement déféré vers le Venezuela. Bon, si vous en êtes arrivé jusque-là de cette histoire, déjà merci. Ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu des invités indésirables qui sont venus chez moi. Ça m'a coupé dans ma vidéo. Mais en soi, j'ai réussi à venir à bout de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur cette affaire. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui peuvent tenter d'expliquer, et attention, pas justifier le geste, mais expliquer le geste de Javier. Premièrement, c'est cette dépendance affective qu'il avait envers Valérie. En 3 mois de relation, il se projetait énormément avec elle et elle, de son côté, c'était pas le cas. Et ça, je pense que ça nourrit chez lui une grosse frustration. Et au moment où il l'a vue avec un autre homme, il l'a pas supporté et il a dû vriller. En toute sincérité, je pense qu'il voulait vraiment la punir de voir quelqu'un d'autre. Pour lui, Valérie lui appartenait. Et je trouve pas ça bien. Il y a également d'autres choses qui ont été évoquées pendant le procès dont on n'a pas forcément parlé. Ce sont éventuellement ses antécédents psychiques, s'il avait des troubles mentaux qui n'avaient pas été détectés dans sa vie. Le fait d'avoir ce genre de réaction quand on a une santé mentale normale, entre guillemets, ça doit pas arriver. Finalement, quand j'y repense un petit peu, la description qu'a fait la maman de Valérie, Norma, en disant que c'est un garçon qui avait du mal à accepter le mot non comme réponse, c'est la description qui lui va le mieux. C'est vraiment terrible ce qui est arrivé à cette jeune fille et elle avait raison. Il y a vraiment quelqu'un qui la suivait, qui avait envie de la tuer. Bref, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais remercier Inès parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je recherchais des gens pour m'aider à écrire, etc. Vous avez été nombreux à me contacter. J'ai pas répondu à tout le monde. Je suis désolée. Je vais essayer de répondre à tout le monde au fur et à mesure. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre le formulaire en barre d'infos. Mais vous avez quand même trouvé moyen de m'écrire, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Enfin, vous avez trouvé un moyen de m'envoyer un message. J'ai échangé avec certains d'entre vous. Et actuellement, je travaille avec une des jeunes filles qui m'a contactée. C'est elle qui a écrit le script pour cette histoire. Je la remercie énormément. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux, là où je suis un peu plus active. Instagram et TikTok. Mon nom, c'est pareil qu'ici, Spookysha 2.1. Et on s'attrape sur la prochaine vidéo. Bisous!